Alors, le titre de mon intervention, ontologie sociale et critique du capitalisme, mérite probablement d'être justifié, peut paraître contradictoire ou pour le moins contre-intuitif, tant on entend généralement par ontologie sociale une pensée acritique et anhistorique, donc par là même profondément étrangère au marxisme. Cependant, lorsque dans les manuscrits de 1944, Marx fait pour la première fois du capitalisme et de l'économie politique classique l'objet même de sa critique, eh bien, c'est le vocabulaire de l'ontologie qui se trouve mobilisé. Alors, je vais essayer de ne pas multiplier les citations, mais là je vous lis quand même un passage des manuscrits parisiens. On y lit ceci. Si les sensations, les passions, etc. de l'homme ne sont pas seulement des déterminations anthropologiques, au sens étroit du terme, mais sont véritablement des affirmations ontologiques de son être, de sa nature, et si elles ne s'affirment réellement qu'à la condition que leur objet existe pour elles de façon sensible, alors on peut comprendre que ce soit seulement une fois l'industrie développée, c'est-à-dire uniquement par la médiation de la propriété privée, que la nature ontologique de la passion humaine parvienne à s'affirmer aussi bien dans sa totalité que dans son humanité. Que le sens de la propriété privée, abstraction faite de son aliénation, soit l'existence des objets essentiels pour l'homme, tant comme objet de la jouissance que comme objet de l'activité. Alors je ne vais pas essayer ici de reconstruire toute l'ontologie des manuscrits de 1944, il faudrait repasser par Feuerbach, par Mosises. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ontologie et critique sociale sont associées ici. Et en gros, pour aller vite, l'argument me semble le suivant. C'est seulement dans la mesure où les sensations et les passions sont aliénées et objectivées par le capital qu'elles peuvent servir de fil directeur à l'enquête ontologique sur la réalité sociale. En gros, à la base de toute interrogation ontologique, il y a quelque chose comme un processus pratique d'aliénation. C'est ce que nous explique grosso modo Marx. Donc qu'est-ce que ça veut dire à mon avis? Ça veut dire que l'aliénation, c'est à la fois l'objet et la condition d'une ontologie marxiste du social. Et cette ontologie, elle peut ou elle a pu être développée par Marx et dans le marxisme, à mon sens, dans trois directions principales. La première direction serait celle de Lukács dans l'ontologie de l'être social. Et cette direction, elle consiste à faire du travail l'origine et le fondement de la réalité sociale. Alors le travail, pourquoi? Parce que c'est une activité téléologiquement orientée qui fait émerger l'être social dans la nature, qui produit des effets intentionnels, lesquels effets intentionnels se sédimentent en structures objectives qui conditionnent la reproduction de l'activité et qui inscrit ainsi l'être social dans l'histoire. Bon, je résume en 3 lignes, 900 pages de Lukács. La deuxième solution me semble un peu opposée à cette première direction. Elle consiste non pas à faire la genèse du social, mais à prendre l'être social directement dans sa processualité, dans la variété des formes historiques sur lesquelles il se donne. Et donc on peut dire que c'est une ontologie historique en un double sens. Historique pour le sens que je viens de vous dire, et historique en ce sens qu'elle considère que c'est seulement sous le capitalisme que le social émerge dans son objectivité face aux individus, et donc que c'est seulement sous le capitalisme qu'on peut prétendre élaborer quelque chose comme une ontologie sociale. Ça, c'est une démarche plus réflexive que Marx met en œuvre, il me semble, par exemple, dans le chapitre des Grundrisse consacré aux formes antérieures à la production capitaliste. C'est une démarche plus réflexive qui a cet intérêt, par exemple, entre autres, d'historiciser des couples qui sont structurants pour l'ontologie sociale telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans ses versions mainstream et qui réfléchissent souvent à partir d'un couple figé individu-société. Et lui, Marx, là, essaye d'aborder ça comme un produit historique dont il s'agit de fonder la possibilité dans les structures de la société bourgeoise. Sur cette base, il y a une troisième direction possible qui est en quelque sorte une radicalisation de cette seconde direction. Et cette troisième direction, celle qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est celle qui consiste à faire du capitalisme lui-même, l'objet de l'enquête ontologique. Alors c'est une direction dans laquelle me semblent être engagées plusieurs formes de théorisation qui sont parfois réunies sous l'étiquette de théorie de la forme-valeur et qui, malgré des profondes divergences, toutes ces théories accordent une fonction architectonique à la section 1 du Capital. Elles favorisent une critique du capitalisme en termes d'aliénation ou d'abstraction. Bon, c'est des concepts auxquels on va essayer de réfléchir un peu. Et si toutes ces théories de la forme-valeur ne revendiquent pas le caractère ontologique de leur démarche, par exemple quelqu'un comme Posto n'aime pas du tout le terme ontologie, mais parce qu'à mon sens, il présuppose que l'ontologie c'est substantialiste, alors que Marx nous permet de faire une ontologie non substantialiste, justement. Mais bon, si tous ces auteurs revendiquent pas le caractère ontologique de leur démarche, tous essayent de développer ce qu'ils appellent une théorie de la constitution sociale des formes d'objectivité caractéristiques du capitalisme, afin de dégager ce que Postone appelle les structures profondes du capital, et Chris Arthur, par exemple, appelle le fondement ontologique
du capital envisagé comme totalité. C'est à ça que je vais m'intéresser. Et pour essayer d'introduire un peu ces discussions, donc qui peuvent paraître un peu scolastiques, pour essayer de les introduire, à mon sens, on peut distinguer 3 thèmes principaux. Le premier thème, c'est celui de la structuration sociale de l'expérience par la forme valeur. Le deuxième thème, ce serait celui de l'effectivité des relations. Et le troisième thème, ce serait celui du capital comme système organique. Bon, et ça, voilà, ces 3 thèmes vont scander la progression de mon propos. Alors, une des originalités du matérialisme historique par rapport à d'autres programmes de recherche en théorie sociale, c'est de distinguer les modes de production en fonction des formes sociales sous lesquelles s'y présente la richesse. Hein, donc la spécificité du mode de production capitaliste, dans cette perspective, ce serait que, je cite la première phrase du Capital, « La richesse y apparaît, erscheint, comme une gigantesque collection de marchandises dont la marchandise individuelle serait la forme élémentaire. » Alors l'usage du vocabulaire de l'Erschining ici, de l'apparition, dès la première phrase du Capital, implique déjà quelque chose comme une référence, au moins virtuelle, à la subjectivité pour laquelle la forme valeur apparaît. Et il me semble que cette intégration de la subjectivité dans l'ordre structuré de la phénoménalité du social, c'est ce dont nous parle Marx dans le paragraphe sur le fétichisme. L'objectif général de ce paragraphe, c'est d'exposer les raisons pour lesquelles la valeur d'échange apparaît à ce qu'il appelle les producteurs échangistes, comme aux économistes. Eh bien, cette valeur d'échange apparaît comme une propriété inhérente au produit du travail en tant que tel. Donc, vous connaissez ça mieux que moi. Le raisonnement de Marx est le suivant. Dans le rapport d'échange, la valeur doit nécessairement s'incarner dans la matérialité sensible d'un équivalent qui sera d'abord une valeur d'usage quelconque, puis de nombreuses valeurs d'usage, puis toutes les valeurs d'usage, et enfin la forme équivalent, la forme monnaie comme forme équivalent universelle. Donc ça c'est le paragraphe 3 sur la forme valeur. Donc ce qui me semble intéressant ici, c'est que la question inlassablement débattue, question de savoir si le fétichisme serait un phénomène réel ou une simple représentation subjective, bon, bah, cette question-là c'est précisément celle que Marx entend déplacer. Comment il entend la déplacer? En montrant que ce qu'on peut appeler l'abstraction de valeur anime effectivement la matérialité du social et qu'elle est au fondement, ça c'est une idée qui a dramatisé de Zahn-Rettel, qu'elle est au fondement de notre rapport cognitif au monde des marchandises. Donc ce concept d'abstraction, il est bien sûr normativement chargé. Hein, dans la foulée d'un Lukács, d'un Debord, d'un Adorno, quelqu'un comme Poston en fait le cœur de la critique marxienne de la maturité. Bon, je ne vais pas développer ici. Chris Arthur, quant à lui, définit la valeur comme une, je cite, abstraction autonome, l'emportant sur les êtres humains. Et bon, on pourra discuter de cette position, mais son problème, à mon avis, à cette position, c'est qu'elle mène à présupposer quelque chose comme une réalité concrète, qui serait réalité concrète de la valeur d'usage, en quelque sorte cachée derrière la valeur d'échange. Or, Marx nous incite précisément à saisir cette valeur comme étant la forme même du sensible, comme ce qui définit pour nous les choses comme sensibles suprasensibles, c'est-à-dire comme choses sociales. Donc, et c'est pour ça que Marx utilise indifféremment les concepts de forme et de catégorie. Hein. Son idée me semble être que les catégories ne sont pas des fonctions de l'entendement, mais des articulations logiques immanentes à l'être social. Donc, le concept de fétichisme n'est pas non plus neutre. Hein. Il désigne bien quelque chose comme un décalage, un point aveugle interne au réel, entre le phénomène, l'échange, l'argent, et ce qu'il phénoménalise, la valeur, le travail abstrait. Mais j'insiste là-dessus, il me semble que dire qu'il y a une abstraction qui informerait l'objectivité sociale, ce n'est pas immédiatement, en tout cas, opposer la concrétude, la familiarité du monde de la vie à la froideur du système marchand. C'est plus simplement affirmer que notre expérience est structurée de telle manière que les choses qu'on y rencontre, se présentent pour la plupart comme universellement échangeables contre de l'argent. Donc l'abstraction dont il est question dans la section 1 du Capital, ça désigne peut-être moins le contenu que la forme de l'expérience. Partant, si comme on le lit dans le paragraphe sur le fétichisme, les catégories de l'économie bourgeoise sont des formes de pensée qui ont une validité sociale et donc une objectivité, eh bien c'est qu'elles dessinent un horizon d'objectivité, elles circonscrivent, pour ainsi dire, les limites du visible sous le capitalisme. Bon, mais cette idée selon laquelle l'expérience est toujours déjà structurée, cette idée elle est au fondement du constructivisme en ontologie sociale. Et l'intuition de base du constructivisme, c'est que la réalité n'a pas le mode d'être du donné, mais du produit.
Et ben, on peut remarquer que c'est bien sur une intuition de ce type que s'appuie Marx lorsqu'il souligne ad nauseam que la marchandise est une forme sociale parce que l'objectivité de valeur qu'elle acquiert dans l'échange ne contient pas un atome de matière. Bon, c'est pas de la matière, c'est une forme, quoi. Bon, ok. Mais tout le problème réside dans la manière dont on explique la mécanique, si on veut, de cette construction. Or, dans ses versions dominantes, phénoménologiques ou analytiques, le constructivisme tend à reconduire les formes structurées de l'expérience à la puissance structurante de l'esprit. Bon, on pourrait développer ça, par exemple, à partir de John Searle, donc j'ai pas le temps de le faire ici. A l'inverse, l'originalité de Marx est de ne pas penser les formes sociales comme un produit intentionnel d'un sujet individuel ou collectif, mais comme forme des rapports sociaux qu'elles expriment. En d'autres termes, ce n'est pas nous qui surajoutons arbitrairement nos catégories à une matière par ailleurs amorphe, ce sont les rapports sociaux eux-mêmes qui s'expriment dans ces catégories. Les conditions d'objectivité d'un objet social ne doivent pas être cherchées unilatéralement dans la structure mentale du sujet, mais dans celle des rapports sociaux. C'est pourquoi on peut qualifier, me semble-t-il, et là je m'inspire pas mal de Balibar sur ce point, on peut qualifier l'ontologie sociale implicite de la critique de l'économie politique d'ontologie de la relation. Qu'est-ce que la société, quelle qu'en soit la forme, demande Marx dans sa lettre à Annenkopf de décembre 1946, le produit de l'action réciproque des hommes. Bon, à lire cette phrase, il faut préciser que les relations dont il est question ici sont des rapports pratiques entre individus ou des rapports entre pratiques individuelles. Et c'est ce qui relativise, me semble-t-il, la dimension structuraliste de l'interprétation et ménage une place à la puissance d'agir des individus. Bon, Marx souligne, par exemple, que c'est la pratique continue de l'échange qui opère la réduction des travaux concrets au travail humain abstrait. Donc pour utiliser un couple conceptuel commode, celui de structure et de pratique, ou de structure et agency, on peut dire que d'un côté, c'est en accomplissant quotidiennement certaines pratiques, par exemple acheter et vendre sans interruption, que nous bâtissons les structures marchandes de la société, mais que de l'autre, cette répétition n'est elle-même possible que parce que les structures en question font apparaître tout objet comme une chose vendable et achetable. Je ne sais pas si cet adjectif existe. Cette position par les individus des conditions de reproduction de leurs pratiques, c'est ce qui caractérise selon Marx la processualité de l'être social, et c'est ce qui permet d'en penser la transformabilité, mais aussi l'aliénation. Donc pour penser cette processualité de l'être social, à mon avis, on ne peut pas en rester à la sphère de la circulation, comme je l'ai fait jusqu'à présent, il faut en passer au rapport de la circulation et de la production. C'est ce que je vais essayer de faire dans le temps qui m'est imparti. Bon, la question de ce passage de la circulation à la production, de l'argent au capital, si on veut, relève d'abord du problème épistémologique de l'exposition raisonnée des catégories. Qualifier la marchandise de forme la plus abstraite, mais aussi la plus générale du mode de production bourgeois, comme le fait Marx dans le Capital, c'est souligner que la validité de ce point de départ ne sera attestée qu'à la fin de l'exposé, lorsqu'on aura atteint le concret du procès d'ensemble de la production capitaliste, c'est le titre du livre 3, procès d'ensemble comme totalité de moments différenciés ou synthèse de multiples déterminations. Cela dit, pour Marx, et comme je l'ai suggéré plus tôt, les catégories expriment, comme il l'écrit dans l'intro de 57, expriment des formes d'existence, des Daseinsformen. Les catégories expriment des formes d'existence de la société. On peut donc soutenir que sa méthode d'exposition est ontologiquement engageante. Le cadre logique a des conséquences ontologiques, comme le dit Chris Arthur. C'est pourquoi il me semble que la manière dont on interprète le procès d'exposition, la méthode d'exposition du Capital, eh bien, de la manière dont on interprète cette méthode, dépend la manière dont on va comprendre l'être du Capital comme totalité. Bon, parmi les commentateurs contemporains, c'est à mon sens les partisans de ce qu'on appelle la thèse de l'homologie entre le Capital et la science de la logique, qui ont poussé le plus loin l'analyse de l'engagement ontologique de la méthode de Marx. Chris Arthur, encore lui, résume cette position comme suit. Le capitalisme est lui-même en partie de nature conceptuelle, comme l'avait vu Adorno, même si, en tant qu'idéalité objective, il doit s'inscrire dans des pratiques et structures matérielles. L'idée de capital articule la réalité en dimension de type logique. Bon, dans cette perspective, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça implique que le mouvement de fondation circulaire des catégories qu'on peut dégager du capital exprimerait la réflexivité immanente au procès social lui-même,
la manière dont le capitalisme pose ses présupposés, comme le dit parfois Marx. Là, j'ai une citation des Grundrisse, donc j'ai peut-être pas le temps de la lire, mais elle est assez chouette. Marx explique globalement que le capitalisme est un système organique, et que comme tout système organique, eh ben, son être consiste précisément à être un processus où les positions de sa propre reproduction sont constamment reproduites. Bon, il va dégager deux modalités de ce processus de totalisation. Une modalité diachronique, qui fera l'objet du chapitre historique sur l'accumulation primitive dans le capital, et une modalité synchronique, qui met au premier plan l'interdépendance de tous les moments qui constituent la totalité sociale. C'est ça qui va m'intéresser, et il y aurait plein de manières de réfléchir à ce problème, mais je vais m'en tenir à quelque chose d'assez proche du texte de Marx, et peut-être un peu trop scolastique. Bon, contre cette idée du capital comme un système organique me semble s'opposer à l'interprétation orthodoxe, qui commence à vrai dire avec Engels, selon laquelle il faut reconnaître, la section 1 du capital nous parlerait au fond d'une production marchande simple. Bon, penser la marchandise comme la forme la plus générale du mode de production bourgeois, à mon avis, ça n'implique pas d'isoler la section 1 comme étant une phase historique qui aurait précédé le capitalisme, mais ça implique de penser la manière dont, en fait, tout ce dont nous parle Marx dans la section 1 du Capital présuppose tout ce qui va venir après, présuppose la totalité des rapports de production capitalistes. Pourquoi? Et là, en fait, je m'oppose implicitement à quelqu'un comme Poston. Pourquoi? Parce que sans concurrence entre capitalistes et sans lutte de classe autour de la valeur de la force de travail et de la consommation de sa valeur d'usage dans le procès de valorisation, eh bien, sans ces deux facteurs, si on veut, on ne comprend pas comment ni pourquoi la dépense de force de travail s'alignerait sur le temps de travail socialement nécessaire, donc on ne comprend pas comment on peut opérer la loi de la valeur. Donc l'effectivité de cette loi de la valeur présuppose le développement de rapports de production spécifiquement capitalistes. Ça implique quoi? Ça implique, comme l'avait bien vu à mon sens Rubin dès les années 20, que l'égalisation des travaux via l'échange de leurs produits implique leur pré-égalisation dans le procès de production. C'est pourquoi Marx, dans la contribution de 1859, dit que la réduction du travail concret au travail abstrait est une abstraction qui s'accomplit journellement dans le procès de production sociale. Donc, cela dit, là, moi j'ai eu un peu de mal, alors vous me direz si c'est clair ou pas, à comprendre cette idée. L'idée selon laquelle le travail vivant fait lui-même en fait l'objet d'un processus réel d'abstraction, à mon sens, ça ne veut pas dire que tous les travaux concrets sont homogènes quant à leur contenu. Marx insiste toujours dans le Capital sur le fait que même le travail le plus répétitif, le plus vide de sens, a des déterminations qui le distinguent d'un autre travail qui peut être tout aussi vide de sens, mais bref, tous les travaux concrets restent toujours spécifiques les uns par rapport aux autres. Donc, à mon avis, dire que du travail vivant, qu'il est lui-même d'une manière ou d'une autre abstrait, c'est simplement soutenir que du point de vue du capital, et étant donné la séparation entre la force de travail et les moyens de production, eh bien c'est précisément en tant que vivant, en tant que pure dépense physiologique de force de travail, que le travail est source de valeur. Alors, à la suite de Rubin, là, pour le coup encore, de nombreux commentateurs se sont inquiétés de cette définition vitaliste, physiologique, du travail abstrait comme dépense de force de travail. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'à définir le travail producteur de valeur comme ça, on va naturaliser le capitalisme. Bon. Mais dans la première édition du Capital, Marx précise que, certes, on peut faire mentalement abstraction de tous les travaux, des différences entre travaux concrets pour en extraire l'idée du travail comme dépense d'énergie, mais que c'est seulement sous le capitalisme que cette abstraction exprime la forme sociale qui médiatise tous les rapports sociaux, la forme valeur. Et c'est comme ça, à mon avis, donc là si vous voulez c'est une thèse exégétique sur l'unité du corpus marxien, c'est comme ça qu'il intègre et précise dans l'œuvre de maturité les intuitions naturalistes de 1844, selon lesquelles le capital s'est approprié l'activité générique comme vie qui engendre la vie. Et c'est pourquoi j'ai commencé cette intervention par dire que l'aliénation représente la condition et l'objet d'une ontologie marxiste du social. Alors pour conclure en une phrase, à quoi ça sert ces discussions scolastiques sur la section 1 du Capital? Ça sert à essayer de réfléchir, et à mon sens c'est un problème qu'on peut qualifier d'un problème d'ontologie sociale, à la manière dont on pense ce truc qu'on veut combattre et qu'on appelle le capital. Bon,
À quoi ça sert de dire que c'est peut-être du point de vue du capital en tant que dépense physiologique que le travail est producteur de valeur? Eh ben, ça nous permet de comprendre que, et alors là je ne sais pas, peut-être que vous ne serez pas d'accord, que en fait du point de vue du capital, eh bien, le capital s'accommode très bien d'un travail salarié formellement libre ou d'un travail servile ou forcé. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait une dépense physiologique de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une plantation dans le sud des États-Unis, comme le dit Marx dans le chapitre sur les formes antérieures à la production capitaliste, eh bien c'est une plantation, c'est une entreprise capitaliste, même s'il n'y a pas de salariat, même s'il n'y a pas de machine. Donc, pour finir, faire l'ontologie du capitalisme comme système organique, ça impliquerait de penser la coproduction à l'échelle globale de formes de subvention hétérogènes et de types d'exploitation différenciés. Voilà, je vous remercie.